Il est l'homme qui ne vieillit pas. L'homme au sourire éternel, au costume impeccable, et au canapé rouge le plus célèbre de France. Depuis plus de 60 ans, Michel Drucker est plus qu'un animateur. Il est un repère. Une institution. Le visage familier de nos dimanches après-midi, le confident des plus grandes stars, le gendre idéal que chaque famille française a l'impression d'avoir adopté. Il a traversé les présidents, les modes, les révolutions culturelles, tel un roc immuable dans le torrent médiatique. Il est l'homme qui a accueilli tout le monde, de Johnny Hallyday à Céline Dion, de Serge Gainsbourg à Gérard Depardieu. Il est notre mémoire collective. Mais aujourd'hui, cet homme a plus de 80 ans. Et l'armure de l'animateur infatigable, de l'homme au charme inoxydable, commence à se fissurer. Car derrière l'image publique, derrière cette façade de succès et de bienveillance, se cache une toute autre histoire. Une histoire de tristesse. Une histoire de deuils insurmontables, de blessures secrètes, et d'une lutte acharnée, menée à 2 reprises, contre sa propre mort. L'homme qui a passé sa vie à mettre les autres dans la lumière se retrouve aujourd'hui confronté à ses propres ombres. La vie de Michel Drucker n'est pas le long fleuve tranquille que l'on imagine. C'est une tragédie en plusieurs actes, l'histoire d'un survivant qui s'est réfugié dans le travail pour ne pas sombrer. Dans cette vidéo, nous n'allons pas seulement parler du Michel Drucker que vous croyez connaître. Nous allons plonger dans le côté plus sombre de son parcours. Nous allons raconter l'homme derrière le sourire. L'histoire de son père, médecin-chef dans le camp de Drancy, un secret qui a défini sa vie. L'histoire de ce mot, cancre, qui l'a hanté pendant 70 ans. Nous allons parler de la mort tragique de son frère, un tremblement de terre qui l'a anéanti, et de ses propres batailles, de ses opérations à cœur ouvert qui ont failli l'emporter. Si vous avez, vous aussi, le sentiment d'avoir grandi avec Michel Drucker, si ces émissions ont marqué vos souvenirs et que vous souhaitez aujourd'hui comprendre l'homme derrière la légende, je vous invite très poliment à laisser un j'aime sur cette vidéo. C'est un simple geste pour honorer ce parcours de vie absolument hors du commun. Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui est l'histoire d'une vie bien plus triste et bien plus complexe que vous ne l'avez jamais imaginé. Avant d'explorer les défis et les tragédies qui ont marqué sa vie d'adulte, il est absolument crucial de comprendre d'où vient Michel Drucker. Car ses blessures, sa détermination obsessionnelle et sa mélancolie cachée prennent toute racine dans une seule et même histoire, celle de sa famille. Une histoire marquée au fer rouge par la page la plus sombre du XXe siècle. Michel Drucker est né le 12 septembre 1942 à Vire, une petite ville du Calvados, en pleine occupation allemande. Mais sa naissance elle-même tient du miracle. Son père, Abraham Drucker, n'était pas originaire de Normandie. C'était un immigré, un juif ashkénaze, né dans le duché de Bucovine, alors partie de l'Empire austro-hongrois. En 1925, fuyant la Roumanie, il arrive en France avec un rêve, étudier la médecine. Ce jeune homme brillant s'installe, rencontre une élève infirmière, Lola Chafflet, et l'épouse en 1930. Le couple s'intègre parfaitement. En 1937, ils obtiennent la citoyenneté française. Abraham s'installe comme médecin de campagne, d'abord à Saint-Sever-Calvados, puis à Vire. Il est respecté, aimé de ses patients. La famille s'agrandit. Jean, l'aîné, naît. Et puis, l'enfer. La Seconde Guerre mondiale éclate. La France est vaincue, occupée. Les lois antisémites de Vichy sont appliquées avec zèle. En 1942, alors que Lola est enceinte de Michel, le docteur Abraham Drucker est arrêté. Dénoncé. Il est d'abord emmené comme prisonnier à Compiègne. Puis, il est transféré au camp d'internement de Drancy, l'antichambre d'Auschwitz, le lieu de transit d'où partaient les convois vers l'extermination. Mais le destin d'Abraham Drucker va être singulier et terrible. Son statut de médecin est remarqué. L'administration du camp, gérée par les nazis, le nomme médecin-chef. Imaginez l'horreur de cette position. Chaque jour, Abraham Drucker doit soigner des hommes, des femmes, des enfants, sachant pertinemment qu'il ne fait que les maintenir en vie pour le prochain convoi. Il est le témoin impuissant de la déshumanisation, de la faim, de la maladie, et de la préparation méticuleuse du génocide. Il voit les trains partir, encore et encore, emportant ceux qu'il avait tenté de soulager la veille. Michel Drucker racontera bien plus tard que son père avait vu Klaus Barbie en personne à Drancy, supervisant la déportation. Ce qu'Abraham a vu, ce qu'il a enduré à Drancy, il ne le racontera jamais. Il gardera ce silence, ce traumatisme absolu, jusqu'à sa mort. Un silence qui pèsera sur toute la famille. Pendant ce temps, le miracle. Lola, enceinte de Michel, se trouve à la gare de Rennes avec son fils aîné, Jean. Elle est soudainement arrêtée par un officier de la Gestapo. Elle est juive, son sort est scellé. Elle le sait. C'est la fin. Surgit alors un homme, un inconnu. Il s'appelle Jean Lelay. Il voit la scène, comprend l'horreur de la situation. Dans un acte de courage insensé, il s'adresse à l'officier de la Gestapo dans un allemand parfait.
Il prétend que Lola est son épouse. Il joue le tout pour le tout, risquant sa propre vie. L'officier, décontenancé par cet homme sûr de lui, finit par les laisser partir. Michel Drucker doit sa vie à ce parfait inconnu. Un homme qui, ironie incroyable de l'histoire, n'est autre que le père de Patrick Lelay, le futur grand patron de TF1, qui deviendra des décennies plus tard le principal concurrent de Michel Drucker. Michel naît donc quelques semaines plus tard. Il est un enfant du miracle, né de ce courage, né alors que son père est prisonnier dans l'enfer de Drancy. Quand Abraham Drucker rentre enfin à la Libération, il n'est plus le même homme. Le médecin de campagne jovial a disparu. Il est devenu un homme dur, taiseux, hanté. Il reprend son cabinet, mais il est rongé par une obsession, la réussite de ses enfants. Ils doivent effacer l'humiliation. Ils doivent être les meilleurs, pour justifier leur survie. Il y a aussi un autre fantôme dans la famille Drucker. Une tragédie dont on ne parle jamais. Avant Jean, avant Michel, avant Jacques, le troisième fils qui deviendra un éminent professeur de médecine, il y avait eu Monique. La première née. Décédée à l'âge de 8 mois seulement, avant la guerre, étouffée accidentellement dans son berceau. Michel est donc né après un deuil, et pendant une tragédie. C'est dans cette atmosphère que le jeune Michel grandit. Son père place tous ses espoirs académiques en ses fils. L'aîné, Jean, est brillant. Il réussit tout. Il fait l'ENA, Sciences Po. Il est la fierté de son père. Jacques, le Benjamin, suivra une voie médicale prestigieuse. Et au milieu, il y a Michel. Michel est différent. Il est rêveur, il est distrait. Il n'aime pas l'école. Les études ne l'intéressent pas. Il est, aux yeux de ce père si dur et si exigeant, un cancre. Ce mot va le hanter. Ce mot va devenir le moteur de son existence. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, lui répète inlassablement Abraham. Une phrase qui résonne comme une condamnation. Michel racontera avoir été tétanisé par ce père, incapable de lui montrer la moindre affection, incapable de lui pardonner de ne pas être l'intellectuel qu'il espérait. Cette blessure d'enfance, ce sentiment de ne pas être à la hauteur, de décevoir ce père héros de guerre, ne le quittera jamais. Pendant des décennies, même alors qu'il est déjà l'animateur le plus célèbre de France, il aura ce besoin maladif de reconnaissance paternelle. Il passera sa vie entière à essayer de prouver au fantôme de son père qu'il n'était pas un cancre. À 17 ans, n'y tenant plus, il quitte le foyer familial. Il n'a rien, juste une détermination féroce. Il veut exister par lui-même, loin de cette pression qui l'étouffe. Il ne le sait pas encore, mais il vient de poser la première pierre d'une carrière qui sera, en réalité, une longue et douloureuse quête de l'amour d'un père. Si cette histoire poignante sur les fondations de la vie de Michel Drucker vous touche, merci de le manifester en vous abonnant poliment à notre chaîne. Vous découvrirez comment cet adolescent, parti de rien et chargé d'un tel poids, a conquis la France. Le jeune Michel Drucker, en rupture familiale, arrive à Paris avec une seule chose en poche, la rage de réussir. Il doit survivre. Il enchaîne les petits boulots. Il n'a aucune idée de ce qu'il va faire, il sait juste qu'il ne rentrera pas à vire la tête basse. Son service militaire va, paradoxalement, le mettre sur la voie. Ironie tragique, il est d'abord affecté à Compiègne, dans la caserne même où son père Abraham avait été emprisonné pendant la guerre. Michel racontera plus tard que son père, traumatisé, n'est jamais venu lui rendre visite pendant cette période. Puis, il est muté au service de l'information des armées à Paris, au boulevard de la Tour-Maubourg. Il travaille pour le magazine Terre-Mer. C'est là, dans les couloirs du ministère, qu'il croise pour la première fois des journalistes de l'ORTF, venus du centre Alfred Leluxe de la rue Cognac-Jay. C'est une révélation. Il voit ces hommes de radio et de télévision, il sent l'effervescence. C'est là qu'il veut être. Le cancre a enfin un objectif. Il n'a aucun diplôme, mais il a un culot monstre. Il parvient à rencontrer la plus grande speakerine de l'époque, la reine de l'ORTF, Catherine Langeais. Il la charme, lui parle de son désir de faire ce métier. Impressionnée par ce jeune homme à la fois timide et déterminé, Catherine Langeais accepte de le présenter à son mari. Son mari n'est autre que Pierre Sabag. Le pape du journalisme sportif, le créateur de Sport Dimanche. Sabag voit en Drucker quelque chose. Peut-être cette faim, cette envie dévorante de prouver sa valeur. En juillet 1964, il lui offre un stage au service des sports. Pour Michel Drucker, c'est la porte du paradis. Il est enfin quelque part où le diplôme de son frère Jean ou de son père n'a pas d'importance. Seul le travail compte. Et Michel va travailler comme un forcené. Il le dira lui-même, jusqu'à 50 ans, je ne pensais qu'au travail. Je n'étais jamais là. Je travaillais 15 heures par jour et je ne prenais pas de vacances pendant 20 ans. C'est une obsession. C'est sa revanche sur le cancre. Il devient reporter, commentateur. Il apprend sur le tas, sous l'aile de mentors légendaires comme Léon Zitrone, Georges Decaune ou Roger Couderc.
Il couvre les matchs de rugby, puis on lui confie des reportages. Il fait ses preuves. Sa première apparition notable a lieu le 20 novembre 1964, où il interviewe des athlètes revenant des Jeux paralympiques de Tokyo. En 1966, Michel Arnaud, un producteur visionnaire, lui confie Tilt, une émission pour les jeunes. Drucker bascule du sport à la variété. C'est là qu'il rencontre toute la génération yéyé. Il devient l'ami de Johnny Hallyday, de Sheila, de Jacques Dutronc. Et surtout, il rencontre un homme qui va devenir son Pygmalion, son mentor, et son tourment, Claude François. La relation entre Drucker et Clo-Clo est une histoire en soi. Claude François est une immense vedette, mais c'est aussi un travailleur acharné, un maniaque du détail. Il voit en Michel ce même professionnalisme. Il le prend sous son aile. Sans Claude, je n'aurais jamais eu la carrière que j'ai eue. Il m'a tout appris, confessera Drucker. Il lui apprend comment s'habiller, comment se tenir sur un plateau, comment capter la lumière, comment parler à la caméra. Mais en mai 1968, tout manque de s'arrêter net. La France est en ébullition, les étudiants sont dans la rue, le pays est en grève générale. L'ORTF, la voix du pouvoir gaulliste, est au cœur de la contestation. Les techniciens et les journalistes se mettent en grève. Michel Drucker, qui n'est pourtant pas journaliste mais un simple animateur, rejoint le mouvement par solidarité. Il chante Free ORTF, dans les couloirs. Lorsque le pouvoir reprend la main, la purge est immédiate. Le 5 août 1968, Michel Drucker est renvoyé. Viré. C'est un désastre absolu. Il doit retourner à Vire, chez ses parents. La queue entre les jambes. Le cancre est de retour à la case départ, après avoir tout perdu pour avoir fait la révolution. La honte est immense. Il racontera avoir passé l'été à regarder les Jeux Olympiques de 1968 à la télévision, en se blessant aux pieds en jouant au football, désœuvré et désespéré. C'est encore Michel Arnaud qui plaidera sa cause, arguant qu'il n'était qu'un animateur sportif et non un agitateur politique. Après des mois de purgatoire, il est réintégré fin 1968. Mais il a appris la leçon. Une leçon qu'il appliquera toute sa vie, ne plus jamais faire de vagues. Ne jamais prendre parti. Être consensuel. Devenir le visage lisse et aimable qui ne dérange personne. Cette épreuve a forgé le Drucker que nous connaissons. La machine est relancée. Il passe de TF1 à Antenne 2. En 1975, il prend la case de Jacques Martin avec les rendez-vous du dimanche. Le succès est immédiat. Mais c'est en 1982 que sa vie bascule. Il lance Champs-Élysées. Champs-Élysées, c'est un séisme. L'émission devient le rendez-vous incontournable du samedi soir. Le cancre de Vire est devenu le roi de Paris. Il reçoit les plus grandes stars françaises et internationales. Il lance des carrières, comme celle de Céline Dion, qu'il est le premier à présenter au public français en 1983. Il devient l'ami de tous, Dalida, Michel Sardou, Serge Gainsbourg, Jean Ferrat, Gérard Depardieu. Il est le confident, l'homme sûr, le gendre idéal de la France. Sa réputation est faite. C'est à cette époque, au sommet de sa gloire naissante, qu'il va rencontrer la femme de sa vie. Et cette rencontre, il la doit, ironiquement, à Claude François. En 1972, Clo-Clo est obsédé par une jeune et sublime actrice, Dany Saval. Il veut la séduire à tout prix. Il l'invite sur son émission avec le cœur. Et pour meubler le plateau, il convie aussi son pote, le gentil Michel Drucker. Ce qui devait arriver arriva. Sur le plateau, le coup de foudre est immédiat. Mais pas entre Dany et Claude. Entre Dany et Michel. Une connexion évidente, un regard qui ne trompe pas. Claude François est fou de rage. Il comprend qu'il a perdu. Son ami lui a piqué la femme de ses rêves. Il en voudra à Michel Drucker pendant 2 ans, refusant presque de lui parler. Mais Michel a trouvé son encre. Quelques jours après l'émission, il déclare sa flamme à Dany, « J'y ai pensé toute la soirée, toute la nuit. Tu es la femme de ma vie. » Une audace folle. Le 28 juillet 1973, ils sont à Las Vegas. Leur chambre d'hôtel n'est pas prête. Michel, sur un coup de tête, lui dit, « Puisqu'on attend, si on allait se marier ?» Ils le font, comme une blague. En jean, dans une chapelle anonyme. Michel cachera ce mariage à sa mère pendant 1 an, terrorisé par sa réaction. Dany Saval, alors au sommet de sa carrière d'actrice, va prendre une décision radicale. Elle voit l'ambition dévorante de Michel, cette obsession de réussir pour effacer l'humiliation paternelle. Elle décide d'arrêter sa carrière. Il n'y a pas de place pour 2 sur la photo, lui dit-elle. Elle va se consacrer à lui, devenir son pilier, son roc, celle qui gère tout, pour qu'il puisse bâtir son empire. Michel Drucker est alors au sommet. Il a la gloire, le succès, l'amour. Il a tout gagné. Il ne le sait pas encore, mais c'est à ce moment précis que la vie va commencer à lui présenter l'addition. Une addition d'une cruauté insondable.
Cette ascension fulgurante, bâtie sur une blessure d'enfance, est fascinante, n'est-ce pas? Si vous appréciez la façon dont nous décortiquons ce parcours, un petit pouce bleu est toujours très poliment apprécié, cela nous aide énormément. L'image publique de Michel Drucker dans les années 80 et 90 est celle d'un homme à qui tout réussit. Champs-Élysées est un triomphe, puis Vivement dimanche, lancé en 1998, assoit définitivement son statut d'icône. Il est l'ami des stars, le confident de la République. Mais en coulisses, la vie de Michel Drucker est une lente et douloureuse série de deuils. Il est devenu, sans le vouloir, le grand témoin de la disparition de ceux qu'il aimait. La première grande déflagration survient le 11 mars 1978. Ce jour-là, Michel Drucker anime les rendez-vous du dimanche. Son invité vedette, après 2 ans de bouderie, n'est autre que Claude François. L'ami retrouvé, le mentor. L'enregistrement est prévu. Michel est l'une des toutes dernières personnes à lui parler au téléphone. Mais Claude ne viendra jamais. La nouvelle tombe, en plein après-midi. Brutale, absurde, inimaginable. Claude François est mort. Électrocuté dans sa salle de bain en voulant redresser une applique. La France est sous le choc. Pour Drucker, c'est un traumatisme personnel profond. C'est la première fois que la mort frappe si durement, si près, dans son cercle intime. L'ami qui lui a tout appris, l'homme qui lui a, indirectement, offert la femme de sa vie, disparaît à 39 ans. Pour Michel, c'est la fin de l'insouciance. Les années passent. Drucker devient le confesseur d'une génération. Il est l'ami de Coluche, qui disparaît tragiquement en 1986. Il est celui qui a lancé Daniel Balavoine, mort la même année. Il est l'intime de Serge Gainsbourg. Il racontera cette anecdote incroyable où, après une émission, Gainsbourg l'appelle à 3 heures du matin, complètement ivre, pour lui dire « Michel, je voulais juste te dire, t'es un mec bien. » Avant de raccrocher. Quand Gainsbourg meurt en 1991, c'est encore un pilier qui s'effondre. Il devient l'ami de Dalida, qui se suicide en 1987. Il est proche de Jean Ferrat, qui partira en 2010. Il est le dernier à avoir vu beaucoup d'entre eux sur un plateau. Il devient, malgré lui, le gardien de leur mémoire. Mais tous ces deuils, si douloureux soient-ils, ne sont rien en comparaison du tremblement de terre qui va frapper sa vie. La tragédie absolue. Nous sommes le 18 avril 2003. Michel Drucker est au sommet de sa gloire avec Vivement dimanche. Son frère, Jean Drucker, est un magnate des médias. L'enfant brillant, l'énarque, le fondateur de M6. Il est le pilier de la famille. Le roc sur lequel Michel s'est toujours appuyé. Ils s'appellent 3 fois par jour. Ils n'ont qu'un an d'écart, ils sont presque jumeaux. Jean est le seul qui comprend vraiment Michel, le seul qui connaît le poids du silence du père, le seul qui partage cet héritage de Drancy. Ce 18 avril 2003, Jean Drucker est victime d'une crise cardiaque foudroyante, provoquée par une crise d'asthme. Il meurt subitement. Il n'a que 61 ans. Pour Michel Drucker, le monde s'arrête de tourner. Ce n'est pas un deuil, c'est une amputation. Il utilisera ces mots, 20 ans plus tard, la voix toujours brisée, c'est la tragédie de ma vie. Une plaie incurable. Un tremblement de terre absolu. Il perd son frère, son confident, son protecteur. L'homme qu'il a toujours soutenu, même quand il n'était que le cancre. Du jour au lendemain, Michel devient le patriarche de la famille, le chef de clan. Lui qui s'était toujours appuyé sur Jean doit désormais soutenir tout le monde, y compris sa nièce, la journaliste Marie Drucker. Depuis ce jour, Michel Drucker n'est plus le même homme. Le sourire est toujours là, mais il cache désormais une blessure béante, une tristesse qui ne le quittera plus jamais. Dans sa loge, avant chaque émission, il y a une photo de Jean. Avant de monter sur scène, avant de dire bonjour à ses invités, il regarde cette photo. Il lui parle. Il monte sur scène pour lui, pour continuer à faire vivre ce nom de Drucker que leur père voulait voir au sommet. La vie continue, mais elle est devenue un exercice de survie. Michel s'accroche à ses derniers amis. Le plus important, le plus fidèle, c'est Johnny Hallyday. Leur amitié a duré plus de 50 ans. C'était une amitié improbable. Le gendre idéal et le bad boy absolu. Johnny venait dans la loge de Michel avant les émissions, il voyait l'animateur boire son verre d'eau, se préparer méticuleusement. Et il lui lançait, avec cette voix rocailleuse, « Michel, t'as vraiment une vie de con. » Et les deux éclataient de rire. Mais derrière la blague, il y avait une tendresse infinie. C'est à Drucker que Johnny se confiait. C'est Michel qui a vu Johnny douter, lui demander, inquiet, « Tu crois que ça va repartir pour moi ?» C'est Michel qui l'a toujours soutenu. Quand Johnny tombe malade, Michel est là. Il assiste, impuissant, à la dernière tournée des Vieilles Canailles. Il sait, par des amis médecins, que Johnny est mourant dans les coulisses, mais qu'il trouve une force surhumaine pour monter sur scène, tel un lion. Le 5 décembre 2017, Johnny s'éteint.
Le 9 décembre, lors de l'hommage national à l'église de la Madeleine, c'est Michel Drucker qui est choisi pour lire l'éloge funèbre. La France entière a les yeux rivés sur lui. Il monte à la tribune, l'air dévasté. Et là, l'armure du gendre idéal explose. En direct, devant des millions de téléspectateurs, Michel Drucker s'effondre en larmes. Sa voix se brise quand il adresse un dernier message à son ami, « Tu aurais pu être mon frère ». Il termine son discours, livide, « Salut mon pote ». Ce jour-là, la France ne voit pas un animateur. Elle voit un homme dévasté par le chagrin, un homme qui vient de perdre le dernier pilier de sa génération. Après Claude, après Serge, après Coluche, après Jean, c'est Johnny. Le canapé rouge est devenu terriblement vide. Michel est désormais seul, le dernier survivant de sa propre légende. Et c'est à ce moment précis, alors qu'il n'a plus personne sur qui s'appuyer, que sa propre vie va basculer dans un cauchemar médical. Après avoir vu la mort emporter tous les autres, Michel Drucker va devoir l'affronter. Face à face. Le courage de cet homme, qui continue de sourire alors que son monde s'est écroulé, est immense. Si vous êtes touché par cette résilience hors du commun, merci infiniment de le montrer avec un j'aime. C'est un geste simple qui nous aide énormément à continuer ce travail de mémoire. Nous sommes en 2020. Michel Drucker a 78 ans. Il a survécu à tous ses amis, il a porté son frère en terre, il a pleuré Johnny devant la France entière. Il est le patriarche. Pour tenir, il s'est toujours reposé sur une chose, son hygiène de vie irréprochable. C'est un secret de Polichinelle, Drucker est un hypocondriaque notoire. Il ne fume pas, ne boit jamais une goutte d'alcool, fait des centaines de kilomètres de vélo, compte ses heures de sommeil. Il veut durer. Il se croit, peut-être, invincible. À l'été 2020, alors que la France sort à peine du premier confinement, il commence à se sentir fatigué. Il a de la fièvre. Il pense immédiatement au Covid-19. Il fait test sur test. Tous sont négatifs. Mais la fièvre persiste, tenace, épuisante. Les médecins sont perplexes. Les examens s'enchaînent. Et le diagnostic finit par tomber. Il est terrifiant. Ce n'est pas le Covid. C'est une endocardite infectieuse. Une bactérie, un staphylocoque doré, a réussi à se loger sur son cœur et est en train de lui dévorer la valve mitrale. Pire encore, la bactérie ne s'est pas contentée de la valve. Elle a migré dans le sang, provoquant une septicémie. Son sang est empoisonné. La bactérie a aussi attaqué son artère fémorale et même sa rate. Il frôle la catastrophe absolue, dira-t-il plus tard. La mort, qu'il a tant vue de loin, est maintenant en lui. Il est hospitalisé d'urgence. En septembre 2020, il doit subir une opération d'une ampleur colossale. L'intervention dure 8 heures. Son cœur est arrêté pendant plusieurs heures. On lui fait un triple pontage coronarien, on lui nettoie l'artère fémorale, et on lui remplace la valve mitrale dévorée par l'infection. Il se réveille aux soins intensifs. Intubé, branché de partout. Et le calvaire ne fait que commencer. Il a perdu 14 kilos. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. J'étais un fantôme, confessera-t-il. Il ne peut plus marcher. Il ne peut plus se tenir debout. L'homme qui faisait du vélo comme un athlète doit tout réapprendre. Commence alors des mois d'une rééducation d'une dureté inimaginable. Chaque pas est une victoire, chaque escalier gravi est un Everest. Dans sa chambre d'hôpital, seul face à lui-même, il est persuadé que sa carrière est finie. C'est terminé. Le canapé rouge, c'est pour les autres. Il n'y aura pas de retour. Mais c'est sans compter sur deux choses. La première, c'est l'amour indéfectible de Dany Saval. Sa femme, qui a tout sacrifié pour lui 50 ans plus tôt, est là. Elle le soutient, le pousse, le protège. Elle est son roc, plus que jamais. La seconde, c'est cette petite voix. La voix de son père, Abraham. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Le cancre ne peut pas finir comme ça. L'obsession de sa vie, prouver sa valeur, est plus forte que la maladie. Il se bat. Il se bat pour Jean. Il se bat pour Johnny. Il se bat pour son père. En mars 2021, 6 mois après cette opération titanesque, au prix d'un effort que lui seul peut mesurer, Michel Drucker fait son retour dans Vivement Dimanche. Les téléspectateurs découvrent un homme changé. Amaigri, la silhouette frêle, la voix plus grave, plus lente. L'image est un choc. L'homme infatigable est devenu un homme mortel. Mais il est là. Assis sur son canapé. Il a gagné. La France est émue aux larmes. Il pense le pire derrière lui. Il a vaincu la mort. Il reprend le travail, à un rythme plus doux. Il se reconstruit. Mais le destin, décidément, n'en a pas fini avec lui. Fin 2022. Près de 2 ans après son retour. Les mêmes symptômes. La fièvre. L'épuisement. Il n'arrive plus à tenir debout. Il sait. Il sait avant même les médecins. Le diagnostic tombe, plus cruel,
plus vicieux encore que la première fois. C'est la même chose. La même bactérie. Le staphylocoque doré n'avait jamais vraiment disparu. Il s'était caché, et il est revenu à l'attaque. L'infection est logée sur une autre partie du cœur, sur la valve aortique. Là, j'ai cru que j'étais cuit, avouera-t-il. Psychologiquement, c'est une épreuve inimaginable. Devoir refaire le même chemin, affronter la même opération, mais cette fois, avec un corps déjà affaibli par la première bataille. En mars 2023, il est de retour sur la table d'opération. Une deuxième chirurgie à cœur ouvert. 5 heures d'intervention. Encore plus risqué que la première. Il passe des semaines en soins intensifs. Il lutte pour sa vie. Une nouvelle fois. Il se décrira lui-même comme un revenant, un survivant. Il dira, il y aura un avant et un après. Je ne suis plus le même. C'est là que se niche la tristesse actuelle de Michel Drucker. L'homme qui a tout donné à son métier, qui s'y est réfugié pour fuir les deuils, pour ne pas sombrer après la mort de Jean, est aujourd'hui rattrapé par les limites de son propre corps. Cette obsession du travail est aussi liée à ce grand vide intime. S'il n'a jamais eu d'enfant biologique avec Dany Saval, ce n'est pas un simple choix de carrière. C'est aussi, et il l'a révélé, à cause d'un drame originel. La première grossesse de Dany, qui a donné naissance à sa fille Stéphanie, que Michel a élevée comme la sienne et adoptée légalement, a été un cauchemar absolu. Née grande prématurée à 5 mois et demi, elle a passé 3 mois en couveuse à Los Angeles. Chaque soir, Dany quittait l'hôpital sans savoir si sa fille serait encore en vie le lendemain. Ce traumatisme était si profond, cette peur de la perte si ancrée, qu'ils n'ont jamais voulu le revivre. Michel Drucker s'est donc jeté à corps perdu dans le travail, adoptant plus tard Ilaigne, une jeune réfugiée indochinoise, mais le travail est resté son enfant principal, son refuge contre l'angoisse de la perte. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, après avoir survécu à 2 septicémies et 2 opérations du cœur, la question de la retraite est devenue un sujet existentiel. Il avait annoncé, comme un ultime défi, qu'il co-animerait une émission quotidienne pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Quel jeu! Avec Léa Salamé. C'était son grand retour, sa revanche finale sur la maladie. Mais en janvier 2024, la nouvelle est tombée, sur avis médical strict, il doit y renoncer. Son corps, cette fois, a dit non. La pression d'une quotidienne est trop forte. C'est peut-être là, le drame final de Michel Drucker. L'homme qui a toujours dit vouloir mourir sur scène, l'homme pour qui s'arrêter de travailler équivaut à mourir, est contraint par sa propre fragilité à affronter ce qu'il redoute le plus au monde, le silence. Le vide. L'inactivité. Il a repoussé sa retraite à l'été 2025, puis a changé d'avis, disant qu'il continuerait tant que le public serait là. Il ne peut pas s'arrêter. S'arrêter, ce serait peut-être laisser les fantômes de Jean, de Claude, de Johnny, et de son père Abraham, le hanter pour de bon. S'arrêter, ce serait admettre que le cancre a enfin terminé sa course. De l'ombre du camp de Drancy à la lumière aveuglante de Champs-Élysées. Du cancre tétanisé par son père au confident des plus grandes légendes. Des rires partagés avec ses amis disparus à la douleur indicible de 2 opérations à cœur ouvert. Non, la vie de Michel Drucker n'est pas le long fleuve tranquille que son sourire laissait imaginer. C'est l'histoire d'un homme d'une tristesse profonde, un homme d'une résilience folle, qui a passé sa vie entière à sourire pour ne pas pleurer. Un homme qui a bâti un empire sur une blessure d'enfance, et qui, aujourd'hui, mène son dernier combat, non plus pour la gloire, mais simplement pour rester en vie. Aujourd'hui, quand vous regardez Vivement Dimanche, ne voyez plus seulement l'animateur impeccable. Voyez le survivant. L'homme qui a tout perdu, qui a failli mourir 2 fois, et qui s'accroche à ce canapé rouge comme à une bouée de sauvetage, pour prouver à son père, où qu'il soit, qu'il n'a pas été un cancre. Et pour se prouver à lui-même, tout simplement, qu'il est encore là. Si cette histoire, à la fois tragique et incroyablement inspirante, vous a ému, je vous invite très poliment à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines biographies, où nous explorons l'humanité cachée derrière les icônes. Et maintenant, nous voulons avoir votre avis. Que pensez-vous de cet acharnement à continuer, de cette volonté de ne jamais prendre sa retraite malgré les épreuves? Est-ce pour vous un courage admirable, une leçon de vie? Ou est-ce, au contraire, l'incapacité tragique à affronter le silence et le vide? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chacun de vos messages. Merci de nous avoir regardés, et à bientôt pour une nouvelle histoire.